Bonsoir à tous, bienvenue et ravi de vous avoir à mes côtés. Je vais parler un peu fort pour que le son voilà, se cloisonne bien. Et on va attaquer la dégustation analytique, voire dégustation initiatique. Donc en fait, c'est juste avant tout pour mettre des mots sur les sensations, pour vous aider à comprendre mieux la dégustation par la suite, au fur et à mesure que vous puissiez comprendre un petit peu tous ces mots, à quoi ils correspondent. Voilà, donc il y a un gros dossier, hein. J'ai pris des notes d'ailleurs parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à comprendre. Je vais amener la chose aussi bien d'un côté novice que d'un côté poussé pour des gens plus éduqués, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà une formation sur le vin, qui écoutent, donc merci à eux, merci à vous tous. Et je vais essayer d'en donner des informations pour tout le monde en fait, voilà, à tout niveau. Et après vous prenez ce que vous pouvez prendre, ce qui vous intéresse à prendre, mais j'ose espérer que ce sera quelque chose de très très constructif par la suite et pour la suite des vidéos. Voilà, donc vous devez vous munir, si vous êtes intéressé de suivre cette dégustation ensemble, un verre, une feuille blanche, la bouteille de vin. Alors donc on était parti sur un chardonnay, moi j'ai choisi un Chablis chez Fabien Moreau 2018, tout simplement parce qu'on vient de les recevoir et je voulais leur goûter pour me le remettre en bouche, donc ça correspond tout à fait au contexte. Voilà, et ce que je n'avais pas précisé pendant le post, c'est la chose la plus désagréable. Le crachoir. Eh oui, il va falloir recracher pour que vous ayez vraiment des bonnes sensations. J'expliquerai après pourquoi quand on arrivera sur le thème gustatif. Donc moi j'ai un crachoir de compétition si je puis dire, parce qu'il est bleu, mais bon c'est vrai que c'est bien pratique, on ne voit pas ce qui coule à l'intérieur, c'est quand même plus agréable. Sinon vous pouvez prendre pour vous dépanner tout simplement une petite mug, une petite tasse, voilà. Mais on verra ça après dans la gymnastique en fait de dégustation au niveau du gustatif. Voilà, je pense avoir rien oublié, je jette un coup d'œil, non, voilà, bon. Donc en fait, au niveau dégustation, il y a la dégustation hédonique, qui est la dégustation plaisir, ensemble, on partage un moment, on échange des sensations sans aller trop loin, plaisir de la table, entre guillemets, les agapes, voilà. Donc c'est aussi la provenance de ce nom-là. Et ensuite, l'initiation à la dégustation, qui va se composer en fait en 3 phases. Donc vous allez avoir, sans le montrer pour l'instant, on le fait à vide, le visuel, la couleur du vin. Ensuite, l'olfactif, donc les arômes, et ensuite le gustatif, donc tout ce qui va se passer en bouche. Ça, c'est les 3 phases. Il y en a une qui est plus importante à mes yeux que par rapport aux autres, c'est le gustatif. L'olfactif et le visuel servent plus, à la limite, dans un côté scolaire, à analyser, dans un côté, je dirais, pour repérer un défaut. Voilà, si la robe est un peu terne ou un peu trouble, si le nez n'est pas très agréable, moisissure, goût de bouchon, etc. Dans un concours de sommellerie aussi, voilà, où on va un petit peu étaler tout ça et expliquer chaque sensation. Et il m'en manque un, sommellerie et à l'aveugle, pour retrouver l'origine d'un vin comme on avait vu la dernière fois. Voilà. Donc écoutez, on va commencer. Je ne sais pas si vous êtes prêts, vous avez un petit peu le matériel. J'espère que vous avez prévu au moins un chardonnay, mais honnêtement, c'est pas grave. Si vous avez un vin blanc déjà, on aura des choses toujours concluantes et qui se rapprocheront. C'est vraiment un global pour mettre des mots sur les sensations. Voilà. On est parti, j'ai hâte parce qu'il y a beaucoup de travail, mais je pense que ça peut être super intéressant et super vibrant. En tout cas, je vais essayer de faire passer ce message-là. Ok? On est parti? Allez, go! Donc, hop! Je vous laisse un peu de temps pour vous mettre en place. Hop, comme ça me permet d'avoir mes fiches de pompe. Voilà. J'ai oublié une phase en fait dans la dégustation, je m'excuse. Dans le visuel, dans l'olfactif, dans le gustatif. Quand on a fait ces 3 phases-là, on fait toujours une petite conclusion d'ordre global qui reste dans le fait de savoir si on garde le vin, si on peut le boire, avec quoi, à quelle température. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes aussi à dire. Très bien, donc on commence par, si vous avez suivi et si tout le monde est prêt, par le visuel. Alors, le visuel c'est très simple. La robe du vin, c'est tout simplement la couleur. Donc là, on part sur un blanc. Donc tout ce que je dirais au niveau visuel, olfactif et gustatif seront par rapport au vin blanc. Parce que nous ferons par la suite les effervescents et les rouges.
Voilà, pour être vraiment complet. Alors, donc, déjà, pour voir une robe, donc la couleur, soit on peut se mettre comme ça, donc pardon, hop, voilà, avec la page blanche toujours pour pas qu'il y ait de nuances qui viennent interférer, ou le mieux, c'est au-dessus. Voilà, donc vous posez votre verre sur une table, hop, vous mettez au-dessus et vous voyez. Souvent, sur les vins blancs, on parle d'une couleur ou d'une robe jaune. Après, la robe jaune, il faut, je dirais, l'analyser dans le sens où elle est jaune pâle, jaune or, jaune paille. Et ces jaunes, en fait, vont être amenés par différentes choses. Elles peuvent être amenées parce qu'un chardonnay du nord sera plus clair qu'un chardonnay du sud, de par son ensoleillement. Des raisins blancs ont des pigmentations, donc les flavones, plus importantes que d'autres. Le chardonnay donnera toujours une robe plus claire par rapport à un sémillon qui donnera une robe plus dorée. Après, il y a l'élevage en bois. L'élevage en bois va amener une teinte un petit peu plus dorée, un peu plus marquée au niveau du jaune, tout simplement parce qu'il y a eu, ça c'est pour les moins novices, il y a une oxydoréduction qui se crée à travers les douelles du bois, donc une semi-noble oxydation des matières colorantes. Voilà, et il y a l'évolution. Vous savez très bien qu'un vin blanc jeune aura toujours une couleur plus claire, moins dorée qu'un vin blanc évolué, et c'est le même principe qu'à travers le bois, c'est-à-dire que c'est aussi une évolution, une oxydation, entre guillemets, mais j'aime pas trop le mot oxyder, mais une oxydoréduction, une oxydation de la couleur. Voilà. Voilà. Donc là, on est plus sur cette robe qui exprime la couleur dans ces jaunes. Et après, vous avez les nuances, c'est-à-dire les reflets. Alors les reflets vont apporter plus une approche de connaître l'âge du vin, à peu près. Donc pour voir un reflet, c'est très simple. Au lieu de regarder votre verre comme ceci par le haut, vous le penchez légèrement comme ceci. Voilà, sur la page blanche toujours. Et vous allez voir en fait ce qu'on appelle en pourtour de disque pour les professionnels, sur le côté du verre. Donc entre le verre et les premiers, je dirais, aspects du vin, vous allez avoir une sorte de contour comme un petit arc de cercle, en fait, si je puis dire, sur chaque côté, et qui vont exprimer une couleur qui est différente du centre, en fait. Voilà. Hein, donc on est vraiment sur les côtés, j'essaye de vous faire voir en fait, mais sur les côtés en fait il y a vraiment une couleur différente que sur le centre. Voilà, hein, vous êtes là sur des couleurs généralement plus pâles sur le centre, et quand vous allez sur les côtés, il y a presque un côté, alors suivant le vin que vous avez, mais si c'est un chardonnay un petit peu local, plus sur des robes presque un peu or, hein, un peu or sur les côtés, et puis après sur le dessus, sur le haut du verre, complètement en haut. Là, qui touche vraiment, qui affleure le verre sur des reflets presque un peu gris ou vert. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces reflets, plus ils sont accentués, plus ils peuvent donner une notion en fait d'évolution du vin. Vous allez avoir sur un reflet, pareil que par rapport à la robe en fait, hein, un reflet or, doré, paille. Voilà, et plus on va envoyer en fait, enfin on va envoyer parce que je vois que quelqu'un m'a envoyé un message, pardon. Plus on va avoir un vin évolué, plus ces nuances en pourtour de disque vont être marquées. Voilà, donc avant tout sur l'âge. Ensuite, limpidité et brillance. Très simple, hein. Vous pouvez toujours pencher votre verre comme ceci, hop, voilà. Et vous allez voir sur les côtés, à la lumière, si votre vin est très éclatant. Hein, si vous voyez vraiment une brillance. Quand il est brillant comme ça, c'est que généralement, bon, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Et en plus, généralement, la brillance amène un vin qui vous amènera un peu plus d'acidité. Souvent, les vins du Nord sont quand même plus brillants que les vins du Sud, puisqu'ils sont plus marqués en couleur, donc un peu moins éclatants au niveau de la brillance. Voilà, donc brillance, limpidité, et le dernier qui est peut-être le plus contredit, c'est l'effet Marangoni. Ah, alors là, je vous laisse chercher un petit peu. L'effet Marangoni, c'est quoi? Et ça, je trouve ça pour les plus je dirais, spécialisés un petit peu dans la gamme, c'est l'effet de capillarité. Alors, rien d'extraordinaire. Il suffit de, hop, vous tournez un petit peu, comme ça en penchant, hop, vous tournez le long du calice. Hop, 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 hop. Voilà, vous imbibez tout le calice. Donc le calice, c'est la partie haute du verre. Et avec votre feuille blanche, vous regardez et vous voyez sur certains vins des larmes qui peuvent couler. Hop, vous penchez un petit peu comme ça, vous regardez. Alors là,
si c'est un chardonnay du Nord, généralement, les larmes, donc ce qui coule le long du calice, ce qu'on appelle des larmes, eh ben, sont ici très fines et assez serrées pour le mien. Bon bref, on va évoquer la chose après. Donc ça apporte en fait une notion d'alcool. C'est tout. On va au plus loin. Plus votre vin sera riche en alcool, plus vous aurez des larmes épaisses qui couleront lentement. Ça apporte une information, on ne se relève pas la nuit non plus pour voilà, savoir ça. Donc c'est bien dans les concours, on sait son truc. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, dans l'analyse structurelle d'équilibre d'un vin, ce n'est pas le plus important. Donc en gros, ça donnerait, pour ma part en tout cas, et vous pouvez jouer la même chose chez vous avec votre vin blanc. Voilà, nous sommes en présence d'un vin blanc de robe jaune pâle, à reflet or en pourtour de disque, de bonne intensité, voilà, brillant, limpide, et hop, comme ceci. Voilà, l'effet de capillarité est peu marqué, avec des larmes qui sont légères et qui descendent assez rapidement sur le pourtour de disque. Et là, il y a toujours une petite conclusion qui se fait dans les concours ou dans le côté scolaire, qui va dire, ben voilà, on serait en présence plus d'un vin blanc plutôt du Nord, puisque la robe n'est pas trop marquée, voire pas trop évoluée, donc assez jeune. Voilà, une robe en tout cas qui est brillante et éclatante. Voilà, le visuel, terminé. Alors, j'ai essayé d'évoquer un petit peu tout. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas dans la robe quelque chose de terne et quelque chose qui tombe en particules, en fait, en suspension, c'est pas grave. Pour la suspension, des fois, vous pouvez avoir des petits cristaux. Les petits cristaux, c'est pas grave. C'est une précipitation du bitartrate de potassium qui est un effet naturel du vin. Quand le vin prend un coup de froid, l'acide tartrique se solubilise. Donc en fait, il fait des petits cristaux. Et si un jour vous avez ces petits cristaux-là, pas de panique, jetez pas le vin. Vous prenez votre cristaux, à la limite, vous froissez, vous allez voir, ça va se détériorer facilement. Vous le goûtez, ça n'a pas de goût. Donc c'est juste un effet, je dirais, esthétique, mais pas gustatif. Donc rien de grave, ne paniquez pas. Revenez pas chez le caviste avec votre bouteille, hein, ça ne sert à rien, elle sera bonne. À la limite, si vous revenez aux agapes, on la boira ensemble. Voilà pour le visuel. Bon, ça me paraît pas mal. J'espère que tout est à peu près clair pour vous. Hein, et comme ça, quand on parlera un petit peu de visuel, s'il y a besoin de revenir dessus par rapport, je sais pas, à des comparatifs, ça peut être intéressant. Bon, on passe à l'olfactif. L'olfactif, le nez. Le nez pour repérer les arômes. Alors, les arômes, ils vont se référencer en 3 sortes. Pour les côtés techniques, peut-être un petit peu plus, voilà, un peu plus embêtant. Le primaire, qui sont les arômes généralement du raisin. Le secondaire, les arômes de fermentation. Et les arômes tertiaires, qui sont les arômes d'évolution. C'est les 3 catégories que l'on peut avoir. Voilà. Et donc, après, ces arômes vont rentrer dans des familles. Et après, ces familles, ben, c'est le côté des arômes animaux. Bon, ça, je ne vous apprends rien là-dessus. Sur le côté balsamique, une famille aussi qui représente les résines. Ensuite, vous avez les arômes, ce qu'on peut appeler empyromatiques. Empyromatiques sont généralement apportés par le bois. Voilà, c'est ce qu'on appelle par le boisé, chicorée, cacaoté, grillé, toasté. Voilà, ça c'est les empyromatiques qu'on pourrait presque mettre avec les arômes boisés. Donc, les arômes boisés vont apporter un côté fumé, oui à peu près, c'est ça, brûlé, avec la chauffe du bois. Donc ça, le bois peut apporter toutes ces caractéristiques-là qu'on disait dans l'empyromatique. Les arômes épicés, bon les épices, je ne vous apprends rien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, les plus classiques, ça, je vais peut-être commencer par les choses les plus pointues, mais les plus classiques, c'est quoi? C'est le fruit, donc tous les arômes fruités, tous les fruits que vous pouvez expliquer. Souvent, le fruit blanc pour les vins blancs, le fruit rouge pour les vins rouges. Ensuite, le floral, voilà, tous les arômes floraux, toutes les fleurs qui peuvent exister, peuvent rappeler quelque chose. Et puis le végétal, voilà, ça peut être les fougères, ça peut être la mousse, ça peut être, voilà, toutes ces choses-là. Il faut savoir que ces arômes-là, pour moi, ça reste quelque chose de très subjectif. Encore, le nez est là pour dire plaisant, pas de défaut, c'est très bien. Donner une image à la limite d'origine, encore une fois, pour la reconnaissance, parce qu'il y a du volume, parce qu'on sent l'alcool, bon, peut-être. Donc les arômes, c'est sincèrement pour s'amuser. Bon, il y en a qui va dire ça sent la cerise, votre voix d'en face va dire ça sent la fraise, va dire ça sent le groseille, enfin le groseille j'exagère, mais en tout cas entre fraise et cerise, à la limite, vous avez tous les deux raison. Mais par contre, tout dépend de la capacité de chacun dans sa construction, je dirais, de mémoire sensorielle.
tout simplement parce que vous aimez peut-être plus cet arôme de cerise, vous êtes plus confronté dans votre jeunesse à cet arôme de cerise, donc c'est plus marqué la confiture de la grand-mère. Enfin voilà, tout est inscrit un petit peu dans la tête à ce niveau-là. Donc ça sera toujours très subjectif, tout le monde aura toujours raison. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans le côté je m'y connais, je me la raconte, et hop, je sors ça sent ci, ça sent ça, ça sent... Bon, c'est pas le plus important. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, théorique, au niveau du nez. Après, dans la dégustation, vous prenez votre verre, vous le portez au nez, une première sensation d'arôme. Ça, vous vous amuserez après, vous regarderez ensemble, vous échangerez autour de ça. Deuxième phase, qu'on appelle donc après agitation, on agite. Donc on tourne, ceux qui débutent au départ sur la table, on tourne. On met au nez. Logiquement, l'intensité aromatique est plus grande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en agitant le verre autour du calice, on a fait rentrer de l'air. Et donc on explose, on casse les molécules pour les exhauster. Voilà. Et après, les plus fous furieux, mais au moins très efficaces, pas super esthétique, vous secouez. Et tout de suite, faites ça. Et là, vous allez avoir une intensité, mais alors phénoménale. Et c'est jour et nuit, entre sans agitation, après agitation. Et là, quand vous cassez les molécules comme ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, vous le ferez après comme vous voulez. Mais vraiment, vous avez des notions différentes. Parce que là, vous faites une rentrée, une dose d'air phénoménale, comme si, par exemple, vous carafez un vin. Un carafé un vin, vous faites rentrer de l'air, vous l'ouvrez plus grandement. Là aussi, vous l'ouvrez plus grandement, très rapidement. Voilà. Donc, là, on a parlé de tout ce qui est un petit peu théorique. Après, dans la dégustation, comment ça se passe? Voilà, je ne vais pas le refaire, parce que, obligatoirement, on a déjà secoué le vin. Mais normalement, voilà, un nez plaisant, de bonne intensité. Ça, c'est le plus important. Après, on s'amuse. Voilà. Bon, les chardonnays, généralement, un petit peu plus sur le côté fleur d'acacia, sur ces arômes de pommes rainettes, qui apportent un côté très rafraîchissant. Après agitation ou en seconde impression, suivant le terme de chacun, hop, voilà, une belle amplitude, les arômes deviennent plus amples, en ayant un côté un peu épicé, un petit peu poivre blanc, qui donne de l'amplitude en fin de nez. Voilà, c'est bon, un nez, en conclusion, qu'on pourrait dire de complet, d'équilibré, de plaisant, qui exprime beaucoup de fraîcheur et beaucoup de dynamisme. Voilà, bon, je crois qu'on y est au niveau de l'olfactif. Donc, je pense avoir rien oublié. N'oubliez pas, moi je pense que le plus important, c'est presque avant agitation, après agitation et carrément, voilà, je ne sais pas si vous avez essayé chez vous, mais je pense que vous allez voir une sacrée différence. Après, les arômes vont évoluer suivant le cépage, l'âge du vin, le cépage, l'âge du vin, l'élevage, qu'il soit en cuve, qu'il soit en fût, les macérations pelliculaires, si on laisse macérer le jus avec les peaux. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, la climatologie, donc les méthodes de vinification, sa date de maturité du raisin qui va à un point de, pas sous maturité, mais à peine mûr et beaucoup plus mûr, exprimer des choses différentes. Donc les arômes peuvent provenir de beaucoup de choses. Voilà. Voilà, on a parlé du primaire, on a parlé du secondaire, on a parlé du tertiaire. Donc le tertiaire, c'est l'évolution, donc sous bois animal. Non, mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà, donc après, on pourra s'amuser, si vous le souhaitez, ou en tout cas chez vous, exprimer différents arômes que vous retrouvez. Tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Très bien, c'est chouette. Voilà, on peut. Voilà. Après, des fois, on essaye de cataloguer certains cépages avec certains arômes. Voilà, bon, le chardonnay avec justement ce côté pomme, ce côté floral, la syrah sur ce côté aussi floral, mais là on parle d'un rouge, pardon. Le sémillon dans ses côtés, je dirais, très mûrs au niveau du fruit jaune, le vionnier dans ce côté abricot et violette. Bon, il y a plein de choses, les Riesling des fois un petit peu pétrolés. Bon, voilà. Bon. Ok, je pense avoir à peu près tout dit au niveau de de l'olfactif. On est pas mal. On est bien. Bon, vous avez vu, il y a un peu de travail. Hein. Il y a plein d'infos, ne vous inquiétez pas, vous retenez ce que vous pouvez. Mais au moins déjà, il y aura des choses qui retentiront au fur et à mesure et qu'on reviendra dessus. Donc à partir de là, vous aurez, je pense, une facilité de compréhension plus grande et ça sera d'autant plus vibrant pour vous. Voilà, vous serez moins perdu. Ok, attention. Là, on attaque un sérieux dossier. Pourquoi? Parce que le gustatif, pour moi, c'est le plus important. Pourquoi? C'est là où on va voir l'équilibre et la structure du vin. Au nez et visuellement, donc visuellement et au nez, pardon,
On a des petites touches, mais c'est vraiment la bouche qui va dévoiler l'ensemble. Ok. Alors, attention. Il y a un exercice à faire. Je ne vous dis rien, je le fais. Alors, crachoir ou pas crachoir? Déjà, je vais commencer par ça. Pourquoi l'on recrache d'après vous? Vous pouvez essayer de chercher. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Pourquoi recrache-t-on? Je dirais qu'il y a avant tout, allez, deux choses importantes dans le fait de recracher. La plus facile à trouver, c'est qu'au bout d'une gorgée, deux gorgées, 2 verres, 3 verres, à un moment donné, on part un petit peu dans tous les sens, on pense plus à la rigolade, on est moins attentif, on est moins précis. Donc, on n'est plus trop dans la dégustation et on passe dans la dégustation hédonique. Donc, dégustation hédonique, plaisir. Que si on recrache, voilà, on ingère moins d'alcool et donc on a une facilité, je dirais, mentale à rester concentré plus longtemps. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est peut-être moins évidente à trouver et qui est super importante, et vous pourrez le tester, c'est-à-dire que sur le même vin, là que vous allez en face de vous, vous allez pouvoir le goûter en le crachant, ou plutôt le goûter en l'avalant, pardon, et le goûter en recrachant. Et vous verrez que votre vin va se composer ou va se définir de différentes manières. Il ne sera pas du tout composé de la même chose. Et vous allez le sentir obligatoirement. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous ingérez le vin, surtout sur un blanc, où vous allez être normalement, allez, pour les plus fous furieux, à 4 degrés, je vous déconseille fortement, voire aller à 14-15, c'est une grande fourchette, obligatoirement, il y aura une différence de température avec votre corps, qui lui a 37,2. Donc à partir de là, il y a un réchauffement qui se crée au niveau du vin et une évaporation. Et ça va être une évaporation d'alcool. Et cet alcool, en fait, va créer un voile qui va revenir en suspension au niveau de votre palais et vous donner en fait comme une sensation de brouillard sur le paysage. Vous allez moins avoir de définition. Vous êtes un peu dans le flou, dans la largeur, dans le côté presque plus standardisé, plus rond, donc plus difficile à analyser les contours et les sensations en bouche. Voilà, ça c'est les deux choses. Donc faites ce que vous voulez chez vous, mais je vous conseille fortement, au moins pour vous donner une idée première, de recracher au moins une fois. Par contre, deuxième difficulté, je ne dis rien, je vous montre. Je le referai après. Pourquoi ce bruit si agréable et si romantique? D'après vous, pourquoi je fais rentrer de l'air dans ma bouche avec le vin? Attention, méfiez-vous, c'est peut-être pas si facile la première fois, donc prévoyez peut-être un bois-voir, quelque chose, parce que c'est pas évident, surtout quand vous recrachez. Après, il peut y avoir le filet très délicat et très esthétique qui coule comme ça. Vous inquiétez pas, c'est les premières, ça arrive à tout le monde. Prévoyez une petite serviette, quelque chose, et c'est vite oublié. En fait, je pense qu'il y en a certains qui ont trouvé, vous faites rentrer de l'air. En faisant rentrer de l'air, c'était comme tout à l'heure, en shakeant le verre ou en carafant le vin, vous éclatez les molécules et vous créez une sensation plus forte. Donc, plus elle est forte cette sensation, plus vous aurez d'intensité, plus d'intensité de choses qui se passent et vous arriverez à analyser plus de choses. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez le faire, par exemple, comme ça, juste sans avaler d'air, vous le laissez, vous ne mâchez même pas, vous le laissez comme ça, statique. Vous crachez. Vous le refaites, vous avalez l'air et vous recrachez. C'est comme tout à l'heure avec l'agitation, vous verrez la différence. À vous de voir. Et comme le fait d'avaler et de recracher, vous verrez aussi la différence. Amusez-vous, je trouve ça c'est ludique, mais vous allez voir vraiment l'importance de chaque chose en fait. Voilà. Très bien. Alors, en bouche, on va jouer sur, après, des structures. Alors, les structures d'un vin blanc, je vais rester que sur le vin blanc. C'est quoi? C'est l'acidité, sa composition, si je puis dire, structurelle, son alcool, son sucre, et, pour pousser un petit peu la chose, et là qui peut être sujet à tendancieux, je dirais, les oligo-éléments, que je pourrais peut-être combler avec les amers. Ça, c'est façon Mark Ragen, ça peut se discuter, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Alors, quand on met un vin blanc en bouche, on peut avoir de l'acidité, et cette acidité, après, elle est à définir. L'acidité peut être agréable, peut être désagréable, elle peut être ressentie plus noblement à certains niveaux par certaines personnes, et d'autres moins. Tout simplement parce que chacun, en fait, a sa sensation à un niveau d'acceptation, à tout niveau, aussi bien au niveau de l'alcool
Quelqu'un va goûter un vin d'alcool très fort à 14, ça ne va pas le déranger. Pour d'autres, ça va être trop chaud, trop brûlant. Donc voilà, les amers pareil, plus ou moins amers pour certains. Donc suivant chacun, vous aurez une sensation différente. Et c'est vous qui analyserez cette sensation avec des termes spécifiques de l'acidité, de l'alcool, du sucre et des amers. Donc l'acidité pour certains, ça va être vif, ça va être nerveux, ça va être acide, ça va être frais. Voilà, donc après il y a différents niveaux. Les niveaux, c'est à peu près, on va dire, mou, frais, vif, enfin nerveux, vif, acide, voilà, voire vert. Et là, c'est un petit peu la montée en puissance de l'acidité. Vous voyez, ça fonctionne comme ça en fait. L'alcool, à l'alcool, il y a deux nuances. En fait, il y a l'alcool, ça peut être ample, opulent, thermique, brûlant, chaud. J'ai oublié qu'il pouvait s'inclure après opulent. Donc voilà, ça c'est une notion d'alcool. Ça, j'expliquerai après comment on la sent en bouche, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis après, dans les blancs, alors sur les blancs, certains, bon, ça ne me concerne pas ce soir, mais il peut y avoir de la sucrosité. Donc ça va du sec, comme le vin de ce soir, généralement. Après, ça peut aller dans la suavité, dans le moelleux, dans le liquoreux. Donc vous voyez, tous les termes comme ça sont échelonnés à différents niveaux. Et après, c'est à nous, suivant le niveau que l'on a, de définir cette acidité. Peut-être qu'au départ, on va dire, ah, c'est acide, point barre. Oh, ok, pas plus. Il y en a qui vont dire, ah, cette acidité m'apporte de la fraîcheur. Voilà, pas mal. Et donc, acidité, alcool, les oligo-éléments, je verrai après. Voilà, acidité, alcool, sucre. Et les oligo-éléments, j'en parlerai vraiment à la fin. Avec les amers, bien sûr. Ok, ça c'est pour la structure du vin. Alors, gustatif, tac, tac, ça on verra après. Bon, on est pas mal avant d'attaquer l'ensemble. Donc, je vais essayer en dégustant le vin, de vous amener ces informations au fur et à mesure. Alors, juste avant, ce qui est important, on parlait d'acidité. Acidité généralement des vins plus au nord. Plus vous descendez dans le sud, moins il y a d'acidité. Pourquoi? Plus de soleil, plus d'alcool. Généralement, si on monte en alcool, on perd un petit peu en acidité. C'est-à-dire qu'on monte en sucre, donc plus de sucre, moins d'acidité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, l'acidité peut se concentrer aussi, ou l'acidité peut revenir de par les sols. Ça, après, c'est encore autre chose. Mais en gros, pour simplifier, c'est un peu ça. L'alcool, des vins plus légers, donc un terme sur l'alcool, au nord, et des vins plus alcooleux, plus solaires, au sud. Vous voyez? En fait, c'est logique. Il n'y a pas trop de difficulté. La difficulté, c'est de pouvoir après le mettre sur une sensation. Et c'est ça qui est compliqué. C'est de se dire, ce vin-là, il est chaud, il est opulent, il est brûlant, et ce vin-là, il est acide, il est vert, il est vif, il est nerveux, il est frais. C'est là où c'est difficile. Et ça, c'est au fur et à mesure de s'entraîner, de se concentrer. À la limite, ce que vous faites au départ, vous prenez une feuille, vous la coupez. Enfin, vous la mettez des traits, et puis vous mettez acidité, et vous mettez la frais, et puis quand vous goûtez votre blanc, vous vous dites, tiens, je le mettrai plus dans cette sensation-là. Petit à petit, vous aurez un vocabulaire qui va rentrer, et puis ce vocabulaire va se coller à une sensation, et petit à petit, ça va s'inscrire. Vous allez créer un tiroir dans votre tête, comme une commode que vous avez, et dans ce tiroir-là, voilà, vous avez l'acidité de fraîcheur, et celui d'à côté, vous avez l'acidité de nervosité, et celui d'à côté, l'acidité verte. Et hop, vous l'incluez. Et petit à petit, vous allez créer les commandes. Et quand vous avez les sensations, les tiroirs vont s'ouvrir tout seuls. Hop, hop, hop. Et puis à partir de là, vous aurez votre global de sensations avec des mots. Voilà, ça se construit au fur et à mesure. Comme un coureur, comme n'importe quel sport, n'importe quel métier. On débute toujours et on progresse à force de travail. Pas de secret. C'est pour ça qu'on recrache. Qu'à un moment, le foie, je ne vous explique pas. Voilà, acidité, les oligo-éléments, je le garde vraiment pour la fin. Donc, dans la dégustation pure, analytique, déjà, on met en bouche, il y a une attaque. Il y a un milieu de bouche et il y a une finale. Généralement, l'attaque est plus située sur la rondeur puisqu'on estime que la sucrosité est plus sur le bout de la langue. En tout cas, on repère les sucres plus sur le bout de la langue. Et ensuite, après, en milieu de bouche, l'alcool qui donne ce côté volume. Ça, c'est pour grossir. Et après, en finalité, généralement, les amers. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, en fait, ça veut dire que l'acidité et le sucre peuvent se sentir au départ, l'alcool au centre et les amers après en fin de bouche. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, on peut le faire dans une sensation juste, hop, très simple, comme je vais vous montrer.
hein, sans créer de liaison entre les mots, et de parler juste d'acidité, d'alcool, et pourquoi pas d'amer s'il y a amer, et peut-être d'oligo-éléments s'il y a oligo-éléments, et peut-être que là on abordera la chose. On est parti. Donc, où vous vous sentez le plus à l'aise, je vous conseille d'avaler de l'air et de recracher. Vous laissez 20 secondes, c'est important, je suis sûr qu'il y a déjà commencé, mais c'est pas grave, 20 secondes avant de ne dire quoi que ce soit. Et surtout, et si on est vraiment exigeant, silence total, pas d'influence, pas au bout de 3 secondes, votre copain qui vous dit « Ah tiens, je sens ça, tiens, ça me fait penser à ça ». Non, stop. Vous faites ça, pendant 20 secondes, vous vous concentrez sur les sensations. Vous prenez un papier, un stylo, vous notez, et vous écrivez tout ce qui vous passe par la bouche. Même si ça ne correspond pas à des choses, je dirais, logiques au niveau du vin, mais toutes vos sensations, vous les écrivez, et si vous écrivez rien, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est pas que vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est pas grave, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas encore ces mots de sensations. Vous avez des sensations, mais bon, vous n'arrivez pas à les exprimer. Et au bout de 20 secondes, là, vous pouvez commencer à redialoguer, parce que j'estime que si le vin est bien choisi, vous aurez une sensation pendant 20 secondes. Peut-être que vous, au bout de 10, vous allez dire, bah, je ne sens plus rien, mais honnêtement, ça peut aller très loin, voilà, voire plus. Ok, on fait comme ça, on commence à peu près tous ensemble, on se lance, vous avez le verre, prêt? Alors, donc, en recrachant si possible, merci. Go! Ok, bon, j'aurais pu attendre plus longtemps, sûrement vous aussi. D'autres, peut-être que le vin s'est terminé avant, mais en tout cas, moi j'ai toujours cette sensation. Non, je l'expliquerai après, avec une dégustation pure, pour vraiment clôturer un petit peu l'ensemble de la dégustation. Mais voilà, après, si je donne les sensations, l'acidité, pour moi, elle est fraîche, elle est rafraîchissante. L'alcool donne une belle opulence de bouche, voilà, une belle amplitude, et puis avec une légère astringence, donc pas d'amertume, mais légère astringence. Alors, c'est vrai que je n'ai pas évoqué l'astringence sur le vin blanc, mais sachez que l'astringence, c'est quoi? C'est quand vous frottez votre langue contre le palais, là, sur la fin de bouche, des fois, voilà, vous avez une petite rugosité. Cette rugosité, souvent, c'est les tanins. On se dit, les tanins, Marc, qu'est-ce qui se passe? Fatigué? C'est dans les vins rouges. Non, elle existe aussi dans les vins blancs. Pourquoi? Parce que les tanins viennent en partie de la peau. Donc, en fait, les blancs ont des tanins. Donc, suivant l'épaisseur de la peau, il peut y avoir une tannicité au niveau des blancs, suivant certains cépages. Et la tannicité aussi peut être apportée par les sols. Voilà, des sols schisteux vont apporter une rugosité plus importante que des sols argileux. Bon, ça fait partie aussi de la complexité des vins. Donc voilà, donc cette astringence, vous pouvez en parler aussi sur les blancs. Pour moi, dans mon vin, elle donne une belle ossature qui est souvent, en fait, sur le chablisien, apportée par le côté crayeux aussi. Hein, on sent la craie qui donne une belle ossature de bouche. Bon, ça, c'est des vignes qui sont bien implantées, bien assises, vivantes, qui puissent bien tout ce qui est au niveau du sol. Donc c'est là qu'on va rentrer aussi, ce que je dirais, dans l'extrait sec. Et c'est la dernière partie que je n'ai pas abordée, qui n'est pas obligatoirement la plus, je dirais, évoquée dans tout ce qu'on peut lire. Et pour moi, l'extrait sec est important. Parce que l'extrait sec, c'est quoi? Quand vous avez évaporé l'alcool, allez, qui va représenter donc 12%. Allez, on va dire ça. L'eau, qui va représenter donc un certain pourcentage aussi très important. Vous évaporez tout ça, qu'est-ce qui reste? L'extrait sec, c'est-à-dire la matière sèche. Et cette matière sèche, en fait, elle donne une sensation. Et cette sensation, elle peut être justement dans ce que je pourrais appeler, moi, entre guillemets, mais si c'est controversé, la minéralité. Donc la minéralité, c'est quoi? Souvent en fin de bouche, sur des blancs du Nord, et là je parlerai que chez nous, même si on peut la trouver sur des blancs d'autre part, c'est cette petite acidité qu'on peut avoir suivant chacun dans sa perception. Et après, pour les plus poussés, dans ce côté un peu iodé, salin, vous voyez, un côté un petit peu salé qu'on peut avoir en bouche, qui vous refait saliver. Tout ça, c'est les oligoéléments, c'est des extraits secs. Et voir pour les vins, je dirais, ou en tout cas les vignes les plus profondes, en tout cas les plus complexes, on peut avoir des amers, donc les petites amertumes qui sont très subtiles, hein. Souvent agréables, c'est mieux. Si elle n'est pas agréable, c'est qu'il y a un défaut et on le verra, je pense, plus sur les rouges.
Voilà, donc ça c'était la finalité un petit peu de la dégustation que je voulais garder pour la fin dans le gustatif. Donc voilà un petit peu, pour moi, le vin est frais pour l'acidité, le vin est ample pour l'alcool, la finalité est un petit peu astringente, donc vous donne une rugosité, et puis dans ce côté salin, pour moi, dans ce vin du chablisien. Voilà, et après vous aurez une sensation, chacun, si vous êtes sur les chablis actuellement ce soir, vous aurez cette sensation un petit peu acide sur la fin de bouche, qui est la minéralité pour moi, et si vous êtes sur des vins par exemple élevés en bois, même de chez nous, comme je sais que ce soir il y en a qui goûtent des grumes de chardonnay de chez David Renaud, donc avec cet élevage en bois, vous aurez moins cette sensation d'acidité. Par contre, vous aurez une sensation de rondeur, d'enveloppe, de consistance. Ça fait partie de la structure du vin aussi. Donc, en fait, mais cette structure du vin ronde, enveloppante, fait partie de la catégorie alcool. Voilà, donc l'alcool, pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué totalement quand j'ai parlé de l'alcool, mais l'amplitude, l'opulence, donc on l'évoquera après, dans ce côté chaud qu'on peut avoir en bouche. Donc l'opulence, c'est des fois un côté un peu ce qu'on appelle volumineux, une sensation comme si vous croquiez dans un piment, j'exagère, vous avez une sensation de chaud. Et bien ça, c'est l'alcool qui peut vous le donner. Donc ça, c'est une sensation importante. Et après, l'alcool aussi peut vous donner une sensation de consistance. Donc quand vous avez un vin gras, un vin rond, un vin enveloppant, tout ça sont des termes en fait qui peuvent donner la consistance d'un vin. Voilà, vous aurez un vin plus rond sur Meursault, par exemple, parce qu'il y a un élevage en bois qui apporte cette rondeur, que sur un Chablis, par exemple en cuve, qui va donner un côté un peu plus sec. Ça, c'est une consistance. Ça fait partie de la structure du vin qui est apportée par l'alcool. Sur un Chardonnay du Nord, vous aurez quelque chose de moins opulent, de moins puissant qu'un Chardonnay du Sud. Vous allez avoir un côté volumineux et plus chaud. Vous allez sentir le soleil comme si ça chauffait la bouche en fait. Ça, c'est une sensation d'alcool, quand ça chauffe la bouche. Après, elle peut être plus ou moins importante. Voilà. Le plus important, c'est qu'elle soit équilibrée à l'ensemble. Voilà. Alors, pour la bouche, c'est vrai que c'est plus compliqué, on y reviendra, il y a plein de choses. Mais retenez bien, acide, alcool et astringence. Voilà, acide, alcool, astringence pour les vins blancs, avec ma petite partie personnelle, singulière, qui sont les oligo-éléments. Et donc, pour bien définir, parce que je me suis loupé un petit peu, au niveau de l'alcool, dans deux sensations différentes. L'alcool dans le côté chaud, volume, et dans l'alcool dans le côté tactile, consistance, gras. Voilà. Il faut savoir que le Meursault, dans son gras par exemple, ou comme des vins du Sud, d'autres personnes goûtent des Rhuys aussi, plus sudistes, sont des vins un peu plus gras, plus enveloppants. Donc cet élevage en fût, en fait, apporte cette rondeur. Alors, un peu de par l'oxydoréduction, mais surtout par rapport au lit. Donc les lits, c'est quoi? Votre fût, il est ventru, en fait. Et là, au fond, vous avez du dépôt, si je puis dire. Et ce dépôt, en fait, ce sont les levures mortes. Et les levures mortes, en fait, apportent en contact avec le vin du gras. C'est pour ça que les Meursault, généralement, dans leur façon d'être, plus avant que maintenant, sont des vins, ce qu'on appelle gras, voire huileux. Parce qu'en fait, on remet ces lits en suspension, voilà, les levures mortes, pour nourrir le vin et lui donner un côté gras. Donc, ce qui est l'inverse des vins en cuve à Chablis. Attention, il y a du fût aussi à Chablis, mais quand même, on peut dire qu'actuellement, sur les Chablis que je goûte entre autres, c'est avant de la cuve, donc on n'est pas dans ce côté registre d'habiller le vin. Voilà. Voilà toutes les phases un petit peu de consistance, d'acidité, d'alcool qu'on peut avoir dans un vin, en espérant, en vous amenant ce registre de vocabulaire, vous puissiez mettre plus de mots sur les sensations. Sachez que vous pouvez le trouver facilement sur des livres, sur Internet, pour avoir cette base de données. Et faites-vous une petite page comme ça avec quelques mots sur l'alcool, etc., dans les colonnes. Et comme ça, ce sera plus simple pour vous au départ, dans un côté plus pédagogique. Voilà, j'ai parlé de tout. Maintenant, je vais faire la dégustation du vin dans un côté très protocolaire pour voilà, vous donner une idée un petit peu de savoir comment ça se passe. Et on finalisera d'emblée par la synthèse. J'entends synthèse, il est important, quand vous goûtez un vin, de pouvoir vous projeter. C'est-à-dire, vous goûtez le vin, vous l'analysez, et puis vous vous dites, bon, maintenant, est-ce que je peux le boire maintenant? Est-ce que je dois le garder? Je ne sais pas si ça vous semble difficile. C'est très simple en fait. Vous l'aimez comme il est là, buvez-le. N'attendez pas qu'il vous offre plus que l'extase. Ce ne sera pas possible. À un moment donné, il va... Donc buvez-le. Par contre, vous le sentez un petit peu en retrait, inexpressif, fermé, bougon. Gardez-le. Au pire des cas, même si il est déséquilibré au départ, il sera déséquilibré après. Tant pis, c'est pas grave. Je veux dire,
c'est pas bon jeune, ça sera pas obligatoirement bon vieux, indéniablement. Par contre, il peut avoir un effet de jeunesse et par la suite s'ouvrir. Voilà. Donc après, de savoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, chacun son métier, mais vous pouvez ouvrir une bouteille de temps en temps pour voir où il se situe. Voilà. Donc ça, dans la dégustation, vous pouvez vous projeter comme ça. Après, il faut se projeter aussi dans la dégustation à table. Qu'est-ce que je marierais avec ce vin-là? Quel plat? Qu'est-ce qui me ferait plaisir de manger avec ce vin? Voilà, alors sur les vins blancs, on abordera les accords mes vins, je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant, mais voilà, c'est bien de se projeter. Et ça, c'est la synthèse de finalité, avec la petite nuance, voilà, j'ouvrirai mon vin une petite heure avant, où je le caraferai, je le servirai à telle température. Bon, ça, c'est le must du must, c'est le Graal, quand on pense à tout ça. Voilà, voilà au niveau gustatif, ça se termine tout doucement. J'espère que vous avez bien enregistré tout, vous avez peut-être la tête comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas important, ce sera toujours bénéfique et je pense que vous dégusterez le vin un petit peu différemment maintenant. Ok, on passe à la dégustation. Alors, on aurait eu le même vin, je ne dis pas que c'est intéressant de me suivre. Après, vous pouvez le faire quand même. La nuance sera différente, mais c'est juste vous montrer un petit peu le... Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'espère avoir quand même une fluidité d'élocution suffisante, mais de le faire vraiment dans un protocole qui peut être, en espérant, je dirais, intéressant et captivant. Bon, au pire des cas, vous l'aurez entendu et vous passerez à autre chose. Allez, on se lance? Go. Je m'en sers un petit peu. Donc le vin en plus c'est réchauffé, donc c'est pas plus mal. Et je vous avouerai même quelque chose après qui m'a pas facilité la tâche. Et ça, je m'y attendais pas. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Et je l'ai pas fait et j'aurais peut-être dû. Mais c'est pas grave, je vous en parlerai après. Allez, go. Je me lance, vous pouvez vous lancer aussi. C'est la fin, après c'est du plaisir. On recrache si possible. Allez, go. La première impression est plaisante, de belle intensité. Elle est très rafraîchissante, avec beaucoup de dynamisme, dans un côté très épuré. On évolue tout doucement sur un volume de bouche exhausteur, ce côté presque un peu citrique, de ce côté un peu pomme rainette, fleur d'acacia qui donne un très joli volume de bouche. On garde beaucoup de précision. Ça génère vraiment une gamme aromatique assez explosive. Et on se finalise tout doucement en fait sur quelque chose de salivant, avec beaucoup de fluidité en bouche, une ossature un peu ferme mais qui donne un joli socle apporté par ce côté crayeux, qui apporte de la salinité, qui apporte une sapidité de bouche pour faire saliver grandement. Et en fait, on termine tout doucement sur une note, je dirais presque d'amertume, mais d'amertume un peu coquillée. Voilà, très fine, très subtile, un bel équilibre d'ensemble, très homogène, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, en étant sur un millésime 2018, qui est un millésime mûr, et pourtant on a de la fraîcheur, et on n'est que sur un Chablis Village. Moi je dis Fabien, merci, une très belle bouteille par rapport au socle, par rapport à la fraîcheur, parce qu'on est sur un village et sur un millésime 2018, ce qui est pas vraiment la catégorie en fait de ce millésime-là. Et donc, je verrais bien ce vin-là, moi, actuellement, sans problème, à l'apéritif, sur un plateau de fruits de mer, ou juste sur une poêlée de Saint-Jacques légèrement crémée, pour contrebalancer en fait la fraîcheur et la tonicité de ce vin-là, malgré le millésime. Je l'ouvrirai quand même 2 à 3 heures avant, voilà, à une température de 10-12 degrés. Mais je pense qu'on pourrait tout à fait le garder aussi, voilà, le garder sur une période de 5 ans, pour lui donner un petit peu d'enveloppe, lui amener une complexité aromatique un petit peu plus grande. Voilà, en tout cas, ravi d'avoir goûté cette bouteille-là, qui est légèrement, eh oui, pas de chance, liégeuse. Mon Dieu, oh la cata. Et je voulais prendre une deuxième bouteille, je me suis dit, si ça m'arrive, eh ben, moi j'aurai une deuxième bouteille. Eh ben, je lui dis, bah voilà, j'ai mis le nez dessus, je me suis dit, et il va falloir que je fasse toute la dégustation avec un légèrement liégeux. Alors liégeux, c'est quoi? C'est en fait en gros un petit problème de bouchon. Alors c'est pas la TCA du côté bouchonné, qui est vraiment la moisissure empruntante, et là on laisse tomber. Là c'est juste une petite déviation en fait des produits de traitement sur le bouchon, qui donne un léger voile liégeux, comme si vous croquiez un liège, et ça laisse une légère amertume de fin de bouche qui est pas très agréable. Donc il faut arriver alors à l'écarter et puis essayer de voir ce qu'il y a derrière. Mais comme c'est subtil et que ça se réveille à l'aération, il était temps que ça se termine. Voilà, bon, c'est pas grave, on s'est quand même débrouillé. Merci infiniment de votre attention parce que c'est un lourd dossier, il y a beaucoup d'infos. Je suis ravi de voir faire passer ce message-là et
tout mon cœur, avec un grand plaisir, sincèrement, parce que en fait, tout simplement, ça m'a remémoré un petit peu mes cours de dégustation de jeunesse, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc, je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. Prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous. Normalement, si tout se passe bien, je ferai le maximum. Dimanche, on va dire aller sur un coup de 12h30, suivant l'organisation, d'un vin effervescent. Donc, en fait, on reste sur notre base de blanc, mais avec des bulles. Voilà, à vous de vous munir. N'hésitez pas, Cristal Roderer, Dom Pérignon, je suis preneur, vous prenez ce que vous voulez, voire un crément local. Vous faites ce que vous avez envie de moins qu'il y ait des bulles. Par contre, pas de Badois, pas de Vichy. Voilà, on est d'accord? Allez, bisous à tous, ciao. Ah, faut que j'éteigne, pardon.